Vous m'entendez bien? Oui. Super. C'est une conférence qui se fait attendre. Merci d'avoir patienté. Je vais vous parler aujourd'hui des enjeux du climat et je vais m'efforcer d'avoir un regard, un discours un peu différent de celui que vous pouvez peut-être déjà connaître ou entendre via différents canaux un petit peu qui nous montrent ce sujet. Et pour ce faire, on va plonger dans le temps. On va plonger vraiment très très loin dans le temps parce qu'on va plonger 2 500 000 ans en arrière jusqu'à il y a 70 000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période? On a une grande partie de l'évolution de l'homme, l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Et l'homme, il a évolué dans un environnement qu'il est venu comprendre avec ses 5 sens. La perception de cet environnement, qui peut être différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, avec ses différents sens, c'est ce qui a guidé ses comportements. L'évolution de ces comportements sur cette longue période de temps pour obtenir un petit peu ce que l'on sait faire aujourd'hui. Et ça s'est appuyé sur 2 choses principales, l'inné et l'acquis. L'acquis, c'est vraiment la capacité d'acquérir sur une vie humaine des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, en testant, en regardant. Et l'inné, là, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement lent, l'évolution de nos gènes, qui nous ont amenés à être les êtres humains qu'on est aujourd'hui. Et toutes ces évolutions, elles ont fait évoluer nos comportements, elles ont fait évoluer un petit peu notre cerveau, et elles ont amené à quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé il y a 70 000 ans. On appelle ça la révolution cognitive. Oula, qu'est-ce que c'est que ce terme? Alors la révolution cognitive, c'est l'apparition de la narration. C'est le début d'une coopération à très large échelle. C'est notre capacité en tant qu'humain à pouvoir mettre en récit ce que l'on vit. Par exemple, ça va être quelqu'un qui va dire à cette époque-là, un de ses congénères, « Attention, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un manger ce champignon, il a mal fini. » Je vais être incapable de raconter ce qui se passe autour de moi pour dire une histoire. Et c'est ça qui a commencé à créer des groupes, puis des tribus, et in fine des civilisations. Cette capacité à raconter ce qui se passe autour de nous et à coopérer plus largement à grande échelle. C'est ce qu'on a pu justement avoir à ce moment-là de l'histoire. Et on y reviendra tout à l'heure. Si je continue un petit peu d'avancer dans le temps, on va s'arrêter 12 000 ans en arrière. 12 000 ans en arrière, c'est ce qu'on appelle la fin de la dernière ère glaciaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le montrer avec, attention, un visuel qui va être un petit peu touffu, mais on va le voir ensemble. La fin de la dernière ère glaciaire, on va pouvoir la lire avec ça. Alors ce que vous voyez là, c'est l'évolution du climat sur la planète Terre depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a plus de 500 millions d'années. Et attention, en lisant ce graphique, on voit ici en ordonnée l'élévation de température, qu'on est en mesure justement de quantifier à l'échelle de la planète, et ici l'échelle de temps. Cependant, l'écart qu'on a entre ces 2 mesures-là, ici c'est 400 millions d'années. Cet même espace de temps, à l'autre bout du graphique, c'est 5000 ans. Donc, vous le voyez, c'est une échelle qui n'est pas linéaire, et pour bien comprendre ce graphique, il faudrait grandement étirer la partie gauche pour vous, pour voir un petit peu comment ce climat a évolué. En tout cas, ce que ça nous montre, c'est que la Terre, depuis l'apparition de la vie sur Terre, a connu énormément de conditions climatiques différentes. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir et de comprendre comment nous, on se situe dans tout ça. Et l'apparition de l'homme. L'apparition de l'homme, elle est là. L'apparition des Homo sapiens sapiens, sur cette période de temps-là. Donc finalement, on est relativement nouveau par rapport à ces différentes conditions climatiques qu'on a pu connaître sur Terre. Et là, vous êtes quand même en mesure de vous demander, mais comment est-ce qu'on sait remonter aussi loin dans le temps pour comprendre les conditions climatiques qu'on avait à l'époque? Là, on peut remercier un glaciologue français du nom de Claude Lorius, que vous voyez ici, nous a quittés il y a 4 ans. Et vous reverrez en bas à droite chacune des sources qui sont utilisées dans ce qui vous sera présenté. Et Claude Lorius, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le froid. Il a passé la moitié de sa vie en Antarctique, notamment dans le cadre du projet EPICA. Le projet EPICA avait pour but de creuser très profond dans la glace. Avec la communauté internationale de scientifiques, ils ont justement plongé 3200 mètres en profondeur dans la glace. Alors en Antarctique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Le sommet de l'Antarctique cumule à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Donc on a été en capacité de plonger juste à un peu plus de 3 km dans la glace. Et ça veut dire qu'on arrive à remonter dans le temps. Parce que les couches de glace s'accumulent, c'est un petit peu le frigo de notre planète. Elles s'accumulent dans le temps, on sait à quelle vitesse, et donc plus on remonte
en profondeur dans la glace, plus on arrive à remonter dans le temps. Et en remontant plus de 3 km de profondeur en arrière, c'est toute cette zone bleue que vous voyez là, on arrive à reconsolider les conditions climatiques sur les 800 000 ans qui viennent de s'écouler. Alors pourquoi? Parce que dans cette glace, donc, on arrive à conserver les conditions qu'il y avait à cette époque. Et donc, on va retrouver des bulles d'air qui sont emprisonnées dans ces glaces. Et dans ces bulles d'air, on va retrouver la proportion de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qu'on pouvait avoir à l'époque qui, justement, nous permettent de lire le climat qu'on avait à ce moment-là. Et grâce à ces lectures, on peut voir qu'il y a des périodes, ce qu'on appelle glaciaires et interglaciaires, où le climat a beaucoup varié sur quasiment plus de 600 000 ans, avant de se stabiliser beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on va un petit peu s'appesantir. Vous le voyez, je vous parlais d'une fin de la dernière ère glaciaire il y a 12 000 ans. Et on le voit, depuis 12 000 ans, sur ce graphique-là, eh bien, on a des températures qui sont très stables, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on a pu connaître avant. Et si on regarde, si on zoome sur cette période-là, on voit que la sortie de la dernière ère glaciaire, donc le dernier maximum glacier, c'était il y a environ 20 000 ans. Et on le voit qu'aujourd'hui, ce qui nous sépare du dernier maximum glacier en termes d'élévation de température, c'est 6 degrés d'un point de vue climat. 6 degrés, c'est ce qui nous a permis de connaître un petit peu ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors 6 degrés, 10 000 ans, ça ne parle pas vraiment. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez ici sur votre gauche l'Europe lors de la dernière ère glaciaire. À ce moment-là, on avait sur ce qu'est aujourd'hui les pays nordiques, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, une couche de glace qui pouvait faire jusqu'à 2,5 km d'épaisseur. À cette époque-là, on pouvait se rendre en Angleterre à pied, puisque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'Europe il y a 20 000 ans. Et à droite, vous voyez l'Europe d'aujourd'hui. 6 degrés d'élévation de température pour sortir de la dernière ère glaciaire. Voilà les conséquences sur le milieu qui nous environne. Voilà comment on peut interpréter justement ce que représente 6 degrés d'élévation de température. Et ça s'est passé en 10 000 ans. En 10 000 ans, justement, cette planète s'est réchauffée de l'ordre de 6 degrés, principalement liées aux activités volcaniques et quelques éruptions solaires également. On garde ces ordres de grandeur en tête, et puis on y reviendra tout à l'heure. On continue un petit peu d'avancer dans le temps, parce que vous l'avez vu, et je vous en ai parlé, quand on regarde un petit peu cette représentation du climat et cette évolution, on remarque qu'il y a une période que les scientifiques aiment beaucoup utiliser des mots très simples. Donc ils ont appelé cette période l'Holocène. L'Holocène, c'est cette période que vous voyez en jaune, qui représente cette grande stabilité qu'on a connue dans le temps. À peine 1 degré de variation d'un point de vue moyenne sur 12 000 ans d'histoire. Alors 12 000 ans d'histoire, quand on prend justement l'histoire humaine, c'est la sédentarisation de l'homme, le développement de l'agriculture et des premières civilisations. Cette stabilité climatique, c'est la période la plus stable qu'on ait jamais connue et c'est ce qui nous a permis de faire les sociétés qu'on a aujourd'hui. On va voir que le climat aujourd'hui, c'est une source de stabilité pour nous, société humaine aussi. Et donc, c'est là-dessus, sur cette période-là, qu'on va regarder un petit peu comment les choses ont varié depuis. Je propose donc d'avancer dans le temps et de regarder, on replonge un petit peu, là on va se plonger dans les années 1850. Il s'est passé quoi dans les années 1850 ? La révolution industrielle, ouais. Donc à partir de ces années-là, on s'est mis à complètement changer nos modes de vie. On est allé plus vite, on est allé plus loin, et on était aussi plus nombreux à se déplacer. Ça s'est accompagné de modes de transport qui ne sont plus les mêmes. On a aussi eu un rapport à l'alimentation et à la production agricole tout à fait différent, avec des machines plus efficaces, en plus grand nombre, et des surfaces agricoles qui sont venues être plus importantes, plus nombreuses. Nos villes, elles sont plus grandes, elles sont plus hautes, nos maisons sont mieux isolées, et ça s'appuie sur une industrie florissante qui a vu justement ces technologies grandement améliorées pour améliorer le quotidien de chacun d'entre nous et obtenir les sociétés qu'on connaît aujourd'hui bien plus productives qu'elles ne pouvaient l'être avant. Et ça s'appuie sur quelque chose d'essentiel. Cette capacité, cette possibilité d'aller aussi vite, d'être aussi efficace, ça s'appuie sur 3 choses. Les énergies fossiles, qu'on va représenter sous 3 états de la matière. Une matière liquide, solide et gazeuse. Le gaz, le charbon et le pétrole.
Ça, ce sont des énergies fossiles. Et c'est depuis la révolution industrielle qu'on s'est mis à grandement utiliser du gaz, du pétrole, du charbon pour se vêtir, pour se déplacer, pour se chauffer, se loger. C'est depuis cette époque-là qu'on a puisé dans nos ressources, qui étaient jusque-là enterrées, sur ces énergies pour être de plus en plus efficaces. Mais ce qui est important de comprendre, c'est peut-être pourquoi est-ce que ces énergies sont aussi efficaces. Alors, on peut appeler ça des bulles de soleil. Yann Arthus Bertrand utilise cette expression qui, je pense, est plutôt vraie. Finalement, les énergies fossiles, c'est ce qu'on appelle la décomposition de la matière organique dans le temps, qui donne, sous plusieurs centaines de millions d'années, ce qu'on obtient aujourd'hui comme étant du gaz, du pétrole, du charbon. C'est-à-dire que c'était l'ensemble des végétaux qu'a connu la planète Terre avant qu'on apparaisse, qui, en se décomposant, ont toute leur vie durant capté un petit peu l'énergie solaire. Une énergie très abondante qui leur a permis de se développer. Mais en se décomposant, cette énergie, elle ne disparaît pas, elle se retrouve toujours quelque part, et elle a créé sur des centaines de millions d'années, justement, l'état de la matière, le gaz, le pétrole, le charbon que l'on connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi ce sont des énergies extrêmement concentrées qui nous permettent aujourd'hui une grande productivité. Bon, là, on est en mesure de se dire, on n'est pas plus bête que les autres. C'est le progrès. Et c'est plutôt brillant que d'avoir utilisé ces énergies pour pouvoir se déployer plus rapidement et être plus efficace. Bien oui, ça a amélioré nos modes de vie, notre espérance de vie aussi. Cependant, il est nécessaire d'avoir quelque chose en tête. C'est les conséquences physiques de l'usage de ces énergies fossiles dans nos quotidiens. Et pour mieux comprendre ces aspects, je vous propose de revenir peut-être dans des souvenirs plus ou moins lointains de cours de sciences et vie de la Terre, et notamment sur la notion d'effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, pour vivre. Sans effet de serre, on aurait du mal à vivre sur Terre. L'effet de serre, si on n'avait pas du tout sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Alors je ne sais pas vous, mais moi, à moins 18 degrés, je ne fais plus rien. Et je pense qu'on est plusieurs dans cette situation. Donc l'effet de serre, c'est ce qui a permis, justement, d'un point de vue naturel, d'augmenter la température sur Terre pour avoir un climat moyen. Si vous prenez la moyenne des températures sur une année depuis 12 000 ans, on est à 15 degrés. 15 degrés, c'est la moyenne de température que l'on a depuis 12 000 ans et qui nous a permis, justement, je vous le disais, de développer l'agriculture, les civilisations, de se sédentariser et de connaître un petit peu le développement qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, ce qu'il est aussi important de comprendre, c'est que cet effet de serre naturel est aussi en train de subir ce qu'on appelle un effet de serre additionnel, plutôt lié aux activités humaines. Parce que cet usage de ces trois énergies, le gaz, le pétrole, le charbon, lorsqu'on utilise ces énergies, principalement via de la combustion, ça rejette dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Du dioxyde de carbone, du CO2, mais pas que. Et ces gaz à effet de serre, finalement, ils vont rester un petit peu coincés dans l'atmosphère. Alors l'effet de serre, c'est quand le soleil nous envoie de l'énergie, une partie de cette énergie, justement, est nécessaire pour nous et l'autre partie repart. Sauf que ces gaz à effet de serre, plus on en met dans l'atmosphère, plus ils agissent un petit peu comme une couverture au-dessus de nous. Et cette couverture, elle empêche une partie des rayons incidents de repartir. Plus on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus cette couverture, elle va être épaisse, plus elle va être molletonnée. Et donc plus elle va nous tenir chaud, puisqu'une grande partie des rayons ne peut pas repartir et sont réfléchis comme ça sur la planète Terre. Voilà ce qu'est l'effet de serre additionnel lié à nos activités, où finalement on est en train d'ajouter des contraintes sur ce fonctionnement et cette stabilité qu'on a connue jusqu'alors. J'ai envie de vous poser la question. À votre avis, depuis l'ère industrielle, les années 1850, de combien la planète Terre s'est déjà réchauffée? À main levée, qui pense que la planète Terre s'est déjà réchauffée de 0,7 degrés depuis les années 1850? Ok. Quelques personnes, une certaine timidité pour le reste de la salle. On va regarder maintenant, à main levée toujours, celles qui pensent que la planète Terre s'est réchauffée de l'ordre de 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle. La timidité s'est effacée. Okay. Déjà une belle tendance. Maintenant, dernière option, 3,9 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Ok, là aussi on a quelques retours.
Alors j'ai une bonne nouvelle pour le dernier groupe, 1,2. 1,2 en 170 ans. Et là, vous voyez la courbe, justement, de ces mesures et la très forte accélération depuis la période d'après-guerre, de Seconde Guerre mondiale. C'est notamment depuis l'après-guerre que ces efforts industriels ont été beaucoup plus importants. Et donc là, on voit une exponentielle très forte qui augmente et qui représente aujourd'hui cette élévation de 1,2 degré en à peine 170 ans. Avant d'aller plus loin, ce qu'il est important de comprendre, c'est la différence entre météo et climat. Est-ce que vous sauriez me la donner? La différence entre météo et climat, selon vous? Le côté ponctuel? Ouais, pour la météo. Et le climat plus long? Ouais. On a une autre différence. Evelyne Delia, ouais. Alors, elle sait faire les deux. Elle est remarquable, cette dame. Une autre différence. La météo, ça touche plutôt les événements climatiques, la pluie, le vent, tout ça. Alors que le climat, pour moi, c'est plus sur les températures et l'ensemble, en fait, ce qui est le résultat, peut-être. Ouais, ok. Plus visible ou pas? Plus visible. Alors, l'autre différence, c'est l'échelle de temps. C'est l'échelle de localité ou pas. C'est-à-dire que la météo, Evelyne Delia, moi je lui fais confiance pour me donner la météo sous quelques jours. Au-delà de 2 semaines, je ne lui fais plus confiance du tout. La météo, donc, c'est donc du court terme. Tandis que le climat, c'est tout à fait l'inverse, c'est du long terme. Très long terme, voire même quelques centaines de milliers d'années ou millions d'années, comme on a pu le voir tout à l'heure. La météo, c'est quelque chose qu'on peut définir à l'échelle locale. La météo qu'il y a aujourd'hui à Lyon est peut-être tout à fait différente de celle qu'il y a à Lille ou encore à Singapour. Tandis que le climat, c'est l'étude d'une zone géographique très étendue. Un pays, une zone géographique, ou même la planète. Voilà les deux différences importantes. C'est-à-dire que quand on parle de 1,2 degré d'élévation de température d'un point de vue climat, on fait l'ensemble des moyennes de tout ce qui se passe sur Terre sur une longue période. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il fait plus froid de temps en temps que globalement on n'est pas en train d'observer un réchauffement. Voilà cette différence qui est importante et qui est parfois mal expliquée, même dans certains médias. Je vous propose de poursuivre avec cette représentation que j'aime particulièrement. Alors là, pour vous aider à la lire, on a toujours sous l'axe des ordonnées, ici, les élévations de température que l'on connaît à l'échelle de la planète Terre. Et sur l'autre dimension, on va retrouver l'ensemble des mois de l'année à l'échelle de la planète. Et à l'échelle de la planète, c'est toujours le mois de juillet qui est le mois le plus chaud de l'année. Et ça, on est capable de très nettement le mesurer puisque le début des mesures sont arrivés dans les années 1940. Alors souvenez-vous, en plus, les années 1940, c'est le début de l'accélération. Donc on est censé voir les choses un petit peu proches et pourtant, même si on regarde ce début d'accélération, on voit que les années 1850, puis 1860, 70, 80 sont plutôt en bas de la courbe. Tandis que les années les plus récentes qu'on est en train de vivre, elles sont tout en haut de la courbe. Et j'attire votre attention sur la courbe orange et la courbe rouge, qui représentent respectivement l'année 2023 et l'année 2024, les 2 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Et si on extrapole ce constat aux 10 années qui viennent de s'écouler, 8 des 10 années les plus chaudes se sont déroulées dans les 10 années qui viennent de se passer. Donc quand on parle de changement climatique, de dérèglement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain, c'est quelque chose qui se passe déjà aujourd'hui, mais dont les conséquences peuvent être encore plus importantes. Et aujourd'hui, moi je vous expose un constat pour d'abord mieux comprendre la problématique, et on abordera les solutions tout à l'heure. Donc là, on est en mesure de se dire, on comprend bien ce qui se passe, mais est-ce que l'homme est vraiment responsable, et l'unique responsable de ce qui se passe? Eh bien oui, il est sans équivoque que l'impact des activités humaines, son logement, ses déplacements, ses pratiques agricoles, sont à l'origine du dérèglement climatique que l'on observe aujourd'hui. Et les termes que je viens de mentionner, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux du GIEC. On verra dans un court instant qui est le GIEC. Parce que le GIEC est capable de nous faire justement cette distinction entre l'impact des activités humaines et ce que l'on est en capacité d'observer versus l'évolution, je dirais, naturelle de la planète Terre, avec notamment, vous le voyez ici, les activités solaires et volcaniques, principalement volcaniques en ce qui nous concerne. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'impact des activités humaines sur ce dérèglement climatique qu'on observe depuis la période industrielle,
Plus de 98% du changement climatique qu'on est en mesure de quantifier est d'origine humaine. Donc la quasi-totalité de ce que l'on observe. Voilà pourquoi on a ces termes-là utilisés par le GIEC. Et qui est le GIEC pour affirmer une telle chose? Le GIEC, ça veut dire Groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est une instance qui a été créée par l'ONU en 1988 et qui regroupe aujourd'hui 195 pays à travers le monde, la quasi-totalité des nations. C'est le plus grand consensus international qui ait jamais existé et il est aujourd'hui scientifique et sur le climat. Le GIEC, c'est des scientifiques qui travaillent à l'international pour faire ce qu'on appelle une méta-analyse, un état de l'art de l'ensemble des connaissances sur le climat et proposer une synthèse pour nous, citoyens, pour nous, entreprises, pour nous, représentation des fonctions étatiques et collectivités, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous environne, pour mieux s'adapter et prendre les décisions adéquates. Le GIEC, c'est donc divisé en 3 groupes de travail. Le premier, il va plutôt se concentrer sur la compréhension des phénomènes physiques, les dernières mesures, les derniers modèles qui permettent à tout un chacun de comprendre un petit peu, avec encore plus de finesse, comment chaque région est impactée. Le deuxième va plutôt se concentrer sur ces évolutions et l'impact que ça va avoir pour nous, sur nos activités, mais aussi sur l'ensemble du vivant, dont on dépend pour vivre. Et le dernier va plutôt se concentrer sur les solutions que l'on peut mettre en place, les choix possibles, une fois qu'on a compris la problématique, qu'on a vu comment elle nous impacte. Donc là, on va le voir, c'est vraiment l'ensemble de ces sujets qui nous permettent de bien comprendre un petit peu cela, et c'est pour ça qu'on utilise le GIEC comme étant une source de référence. Le GIEC est capable de nous produire ce genre de synthèse. Là, vous le voyez, l'accélération extrêmement forte d'élévation d'émissions de CO2 que l'on peut mesurer. Et là, je vous disais tout à l'heure, on prend comme unité de référence l'année 1850-1900. Parce que tout simplement, avant, cette partie-là de la courbe qui est extrêmement stable, on peut la prolonger pendant 12 000 ans. Avant, on n'utilisait quasiment pas d'énergie fossile, qui n'avait donc pas d'impact sur un effet de serre additionnel. Et on est en mesure aussi de voir qui a émis quoi et depuis combien de temps. Tout en gardant en tête qu'aujourd'hui, en France, on émet peut-être un peu moins qu'avant, cependant, on a eu une révolution industrielle bien avant d'autres pays. C'est-à-dire qu'on s'est mis à mettre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère bien avant d'autres pays qui ont connu leur développement après. Donc si on regarde le volume justement de quantité de gaz à effet de serre qu'on a pu mettre dans l'atmosphère en tant que Français ou Européens, on a un historique qui est plus fort que d'autres nations. Et là peut-être, ceux qui avaient un regard aiguisé, sur la première graphique que je vous ai montré, vous avez peut-être vu tout à l'heure, à la fin de cette période de stabilité, on observe 2 projections possibles. Une à l'échéance 2050, l'autre à l'échéance 2100, où on va voir, en fonction justement des différents scénarios du GIEC, où est-ce qu'on peut amener le climat d'ici la fin du siècle. Ce que vous voyez ici dans le graphique de droite, ça représente un zoom de ce qui se passe ici sur la gauche. Donc ces variations de température-là, ce différents gradients de couleurs représentent la même chose ici. En noir, c'est ce que l'on a connu jusqu'à présent. L'élévation de 1,2 degré jusqu'à aujourd'hui. Et là, les différentes courbes représentent les différents scénarios prospectifs du GIEC, avec en bleu clair le scénario le plus optimiste, qui nous emmènerait d'ici la fin du siècle à une élévation de température de l'ordre de 1,5 degré. Et en bordeaux, le scénario le plus pessimiste, qui nous emmènerait d'ici la fin du siècle à une élévation de température de l'ordre de 5 degrés. À une élévation de température de l'ordre de 5 degrés. Là, je suis en train de vous dire que ce qui peut se passer en fonction du scénario vers lequel on se dirige, c'est une élévation de température comparable à ce qu'on a vécu pour sortir de la dernière ère glaciaire. 5 degrés, cette fois-ci, non pas en 10 000 ans, mais en 250 ans. Ce constat nous amène donc à penser que ce n'est pas tellement l'ampleur du réchauffement qui est alarmant, mais c'est plutôt la vitesse à laquelle ça se passe. Donc là, on va voir justement en fonction des scénarios ce qui peut se passer, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'élévation de température, mais voilà ce que ça donne. Là, vous avez une représentation des différents scénarios, alors les 4 scénarios les plus hauts que vous voyez sur la gauche, donc tous les scénarios sauf le scénario bleu clair, et comment ça impacte justement nos modes de vie à différentes échéances. Ça aussi, c'est des informations, des infographies tirées du dernier rapport du GIEC. Et donc, on voit qu'en fonction du scénario dans lequel on se situe, il y a clairement des zones sur Terre qui deviennent inhabitables.
Inhabitable parce que les températures sont tellement élevées aussi souvent dans l'année qu'il n'est plus possible pour l'humain que l'on est aujourd'hui de vivre dans ces zones-là. On a une température de confort qui oscille autour de 37 degrés. Et si la différence de température de notre corps n'est pas suffisamment importante avec le milieu qui nous environne, à ce moment-là, notre corps n'arrive plus à s'autoréguler, particulièrement si on couple ça à des périodes de forte humidité et autres. Donc ça amène des zones qui sont littéralement inhabitables dans certains cas. Et on peut aussi coupler ce phénomène, je vous le disais, avec l'humidité, voire même les précipitations. Là, on voit l'évolution justement des précipitations dans l'un des scénarios du GIEC. Et ce que l'on constate, c'est que si on regarde ici, eh bien, l'Europe est l'une des zones qui va le plus s'assécher au monde. Et ça, on a déjà commencé à l'observer, avec une désertification des sols qui est très importante dans le sud de l'Espagne, qui est en train de gagner les terres, mais qui est aussi de plus en plus importante dans le sud de la France, avec des zones qui sont en stress hydrique, en manque d'eau, de plus en plus importantes, certains villages dont on coupe l'eau l'été, etc. Ce cycle de l'eau, il est aussi perturbé par un changement des températures. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 degré d'élévation de température, ça correspond à 7 degrés d'humidité en plus. Donc là, on voit à quel point ces sujets sont liés entre eux, et puis on a d'autres indicateurs qui nous permettent de valoriser cela, l'acidification des océans et beaucoup d'autres que creusent les scientifiques, pour comprendre un petit peu tous ces liens, parfois pas forcément intuitifs ou évidents au premier abord. Changement climatique, dérèglement climatique. Moi, c'est des termes que je préfère utiliser plus que juste réchauffement climatique. Parce que réchauffement climatique, ça laisse penser qu'il n'y a que les températures qui évoluent. Or, il y a d'autres conséquences à cela. Vous voyez ici ces zones de sécheresse qui vont être de plus en plus importantes, particulièrement en France. Je pense ne pas avoir besoin de vous l'illustrer, puisqu'on en entend aussi déjà de plus en plus parler. On va aussi retrouver des incendies, à la fois de manière plus fréquente, mais aussi ce qu'on appelle des méga-feux, donc des incendies beaucoup plus importants, parce qu'ils arrivent à rester en température. Là, vous avez l'exemple de la Gironde, qui a très largement été recouvert par les flammes il y a de cela 2 ans. Vous avez aussi des crues. Alors là aussi, les crues en France, on en connaît beaucoup. Et ce qui est important, c'est de faire le lien entre les conséquences elles-mêmes. C'est-à-dire que plus on va avoir d'eau sur des sols extrêmement secs, donc qui sont durcis par les sécheresses, moins cette eau va être en capacité de s'écouler, d'être absorbée dans les sols. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas forcément qu'il est important d'avoir beaucoup d'eau, mais c'est d'avoir les bonnes conditions pour accueillir cette eau. Sinon, grosse pluie plus sécheresse égale crue. On va aussi avoir des cyclones de plus en plus importants, c'est le cas de Chido, c'est le cas d'autres, justement, les événements récents ont permis d'illustrer ça. Des cyclones de plus en plus dévastateurs, puisqu'ils vont trouver leur énergie dans la température de l'eau vers où ils se forment. Plus cette eau va être chaude, plus ces cyclones vont être forts et donc dévastateurs. C'est particulièrement le cas dans les zones caraïbéennes où l'eau de la température est déjà très chaude, la température de l'eau est déjà très importante. Mais on a aussi d'autres conséquences. L'effondrement de la biodiversité. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez dû allumer vos essuie-glaces pour enlever les moucherons qui se trouvaient sur votre pare-brise. C'était il y a un moment. 73% de la biodiversité sauvage en 50 ans. Le changement climatique est l'une des origines, justement, de cet effondrement de la biodiversité dont on dépend, avec notamment des espèces pollinisatrices. Et une autre information qui va être aussi importante et que je souhaitais vraiment approfondir avec vous, notamment par votre secteur d'activité, c'est cet accroissement des inégalités. On ne va pas avoir, face à ces dérèglements climatiques, tous la même capacité d'y faire face. De par notre âge, de par notre condition physique, mais aussi de par notre condition financière ou notre position dans la société. On n'a pas tous la même capacité de faire face à ces inégalités de température, etc. Et donc ça a tendance à accroître les inégalités sociales qui existent déjà au sein des individus. C'est l'une des conséquences importantes, et le GIEC nous le dit, si on ne traite pas les enjeux sociaux dans une transition environnementale, on n'arrivera pas à réussir justement un changement pour atteindre les objectifs dont je vais vous parler dans un court instant. L'ensemble de ces conséquences, bien sûr, vous l'avez compris, ça impacte aussi nos rendements agricoles, et ça amène aussi certaines populations à changer de territoire. Parce qu'elles ne peuvent plus vivre dans certaines zones qui sont fortement impactées par les conséquences du dérèglement climatique, ou indirectement parce que ces populations avaient une profession qui est elle-même très impactée par les impacts du dérèglement climatique. Et donc pour continuer à subvenir à leurs besoins et à survivre, ces personnes sont amenées à se déplacer.
Donc l'impact de ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, ou en tout cas des changements de population, va être aussi vraisemblablement de plus en plus important en fonction des scénarios vers lesquels on se dirige. Bon, vous l'avez compris, il est urgent d'agir, mais concrètement, comment on s'y prend? Parce que chaque demi-degré compte et chaque choix est essentiel. Et ces mots sont ceux de Valérie Masson-Delmotte, de nouveau une chercheuse française qui a co-présidé l'écriture du dernier rapport du GIEC. Alors comment on s'y prend? On va regarder les ordres de grandeur. Et notamment, je vous propose de vous appesantir sur l'empreinte carbone. Et là, on va illustrer ça avec l'empreinte carbone du français ou de la française moyenne. Le français moyen pèse 10 tonnes en CO2 équivalent. 10 tonnes de CO2 équivalent par personne par an. C'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qu'en tant que Français moyen, on émet dans l'atmosphère chaque année. Alors 10 tonnes par an, je ne sais pas vous, mais c'est des notions qu'il est difficile de se représenter. Si on convertit ça par jour, ça veut dire de l'ordre de 27 kg de CO2 équivalent par jour. À main levée, qui a déjà fait de la randonnée? Un sac à dos de 27 kg. On annule la randonnée. Ça, c'est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on émet tous les jours dans l'atmosphère par nos activités du quotidien. Et comment ça se décompose? On va le lire avec 5 dimensions. Ce qui est lié à mes déplacements, à mon alimentation, à mon logement, à l'ensemble de mes achats et encore à l'ensemble des services publics auxquels j'ai accès. Alors au niveau des déplacements, c'est principalement la voiture ou la bagnole, comme certains disent, qui va être le premier poste. 2 tonnes de CO2 équivalent pour le Français moyen qui roule 10 000 km par an en moyenne. On va retrouver au-dessus l'avion. Alors l'avion, c'est le parfait exemple des inégalités sociales. Certaines personnes le prennent beaucoup et d'autres très peu ou pas du tout. Pour vous l'illustrer, en France, 40% de la population n'a jamais pris l'avion. À l'échelle internationale, seul 8% de la population a déjà pris l'avion au moins une fois dans sa vie. Donc quand on ramène ça d'un point de vue moyenne, ça paraît relativement faible, mais d'une personne à l'autre, cette pile de l'histogramme peut grandement varier. On va retrouver dans un deuxième temps tout ce qui est plutôt lié à l'alimentation. Avec le poste le plus important au niveau de l'alimentation, ça va être la viande. Alors qu'est-ce qu'on compte dans l'empreinte carbone de la viande? On compte la nourriture pour les animaux, on compte le transport, le conditionnement, la distribution. On va aussi compter la déforestation. Si la déforestation a fait l'objet, si j'ai déforesté pour construire, pour mettre en place des cultures de soja qui vont permettre de nourrir des bêtes, qui vont permettre de nourrir l'activité humaine, à ce moment-là, en termes d'analyse en cycle de vie, c'est pour justement de l'alimentation et donc on va le compter comme ça. Tout ce que je vous présente là, c'est ce qu'on appelle une analyse en cycle de vie complète et c'est ce qui nous permet de comparer des choses difficilement comparables préalablement, du déplacement, de l'alimentation, du logement. C'est ce qu'on appelle la méthodologie bilan carbone. C'est une méthode qui est brevetée et qu'on utilise aussi quand on accompagne les entreprises pour mesurer l'impact carbone de leur activité, entreprises, collectivités, mais aussi citoyens. D'un point de vue logement, c'est historiquement plutôt le gaz et le fioul qui sont le plus présents dans nos foyers puisque historiquement les moins chers pour pouvoir se chauffer. On va aussi retrouver tout ce qui est amortissement des dépenses liées à la construction. On parle de comptabilité carbone, donc juste pour expliquer cette subtilité, on amortit dans le temps, comme en comptabilité d'entreprise, l'impact de la construction sur notre bilan carbone. Donc si vous achetez une maison à une année N, cette maison va être amortie sur une certaine durée, en général 15 à 20 ans, pour justement obtenir l'impact carbone associé et ne pas biaiser les regards, les comparaisons d'empreinte carbone d'une année à l'autre. On va dans un quatrième temps retrouver tout ce qui est lié aux achats. Ça peut être les achats pour se vêtir, ça peut être les achats pour la maison, ça peut être les achats de produits, mais aussi les achats de services. Si je loue un Airbnb, par exemple, pour la fête des Lumières, eh bien cet Airbnb, il aura fallu le construire, il aura fallu le meubler, il aura fallu le chauffer. Donc j'hérite au prorata de ma consommation de l'impact carbone de cela. Ce n'est pas uniquement ce que je tiens dans mes mains qui va avoir un impact, mais c'est aussi ce que je peux consommer de par l'impact indirect que l'on a. Et le dernier poste qu'on va retrouver, c'est ce dont on hérite en tant que Français moyen, de par justement nos accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité ou encore à toutes les infrastructures culturelles que l'on peut solliciter dans notre vie du quotidien. Ça représente l'empreinte carbone du Français moyen.
il y a un objectif international qui a été défini par rapport à cela. Donc vous l'avez vu, on est à 10 tonnes. C'est un petit peu plus faible aujourd'hui. Depuis le 2021, on a un petit peu baissé. On est autour de 10 tonnes par personne en tant que Français moyen. Et lors des accords de Paris, qui ont eu lieu lors de la COP 21 en 2015, un objectif international sur le climat a été défini en basant justement cet objectif sur les recommandations du GIEC. Cet objectif, il est de limiter l'élévation de température sur la planète Terre à 2 degrés en faisant tous nos efforts possibles pour viser 1,5 degré d'ici 2100. Enfin, même pour viser 1,5 degré tout court, et même on va passer par une échéance, plutôt même 2050, pour essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à atteindre cet objectif. Alors pourquoi 1,5 degré? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi cet objectif finalement? 1,5 degré, les scientifiques sont en mesure de nous expliquer pourquoi. Ça ne garantit pas, mais ça permettrait d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est la capacité du système Terre à absorber autant que ce que l'on émet. Au-delà de cette élévation de température, on aurait un dérèglement trop important pour compenser nos émissions et avoir des impacts encore plus forts des phénomènes et conséquences que j'ai pu vous décrire jusque-là. Ce qu'on appelle des points de bascule, on n'arriverait pas à revenir en arrière. Voilà pourquoi la communauté politique s'est basée sur ces constats scientifiques pour définir cette cible-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le Français moyen? Ça voudrait dire qu'on passerait de 10 tonnes à combien? J'ai vu des doigts se lever. 2 tonnes. Ça veut dire diviser par 5 l'empreinte carbone du Français moyen, ou pour le voir de manière différente, d'ici 2050, réduire de 6% par an, tous les ans, l'empreinte carbone que l'on a en essayant de s'extraire de l'usage des énergies fossiles pour utiliser d'autres manières de produire de l'énergie. Et ça, on va voir dans un court instant comment on peut faire. Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on peut agir à l'échelle citoyenne, à l'échelle des entreprises, mais aussi à l'échelle des pouvoirs publics. Et l'une des choses qu'on va chercher à éviter, c'est ça. Le triangle de l'inaction. C'est des citoyens qui vont se dire « Non mais je ne vois pas pourquoi ce sera à moi d'agir tant que les entreprises ne feront pas attention au déplacement de leurs collaborateurs, au transport de leurs matières premières. » Les entreprises, elles vont se dire « Mais je ne vois pas pourquoi je devrais porter tous les efforts tant que les citoyens ne feront pas attention à leur alimentation, à leur déplacement, et tant que l'État, lui, ne m'aidera pas dans ma transition. » Et puis l'État, lui, va se dire « Attendez, mais vous aussi, vous pouvez agir à votre niveau. Et puis je ne peux pas tout faire. Puis j'ai des problèmes de budget ces temps-ci. » Il y a aussi l'échelle française, mais aussi l'échelle européenne, internationale. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est comme ça? Ouais, il ne se passe rien. On est dans l'inaction. Et l'inaction, face au constat qu'on vient de voir ensemble, c'est sans doute la posture la plus dangereuse, puisqu'on laisse faire un effet d'emballement qui va nous rattraper. Moi, je crois plutôt au triangle de l'action, puisqu'aujourd'hui, je parle à des citoyens qui travaillent dans une entreprise pour une mission d'intérêt public. Vous êtes au cœur du triangle de l'action. Et ce qu'on a parfois tendance à sous-estimer, c'est notre capacité d'agir. Même si les capacités d'agir varient en fonction des individus, la mise en mouvement de l'un des acteurs va donner envie aux autres de se mettre en mouvement. Gardons en tête, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est pas de moi, malheureusement. Vous avez l'autrice ici. Le triangle de l'action, pour donner envie, justement, à globalement l'ensemble de sociétés de se mouvoir. Et on va aussi regarder la porosité fine entre ces 3 frontières d'acteurs. Là, aujourd'hui, vous êtes dans chacune de ces 3 dimensions. Donc, attention à ne pas forcément distinguer les rôles, mais voir comment, chacun dans son rôle, on va pouvoir agir. Et je vous propose de l'illustrer. Et ça, vous allez pouvoir justement le tester. Vous avez la chance, le privilège, de vivre dans le cadre professionnel l'atelier d'automne. Alors moi, je suis animateur, mais aussi formateur de ces ateliers d'automne, et donc j'ai eu la chance de former une trentaine de vos collègues qui vont animer ces ateliers au sein, justement, de votre organisation pour que vous puissiez les vivre entre vous. C'est un atelier qui est ludique et pédagogique et qui permet en 3h30 de temps de comprendre les problématiques et surtout ce que l'on peut faire pour respecter les accords de Paris. Vous allez être dans un scénario prospectif qui va vous amener à vous projeter jusqu'en 2050
pour voir l'ensemble des choix que vous pouvez entreprendre à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, pour voir comment se rapprocher le plus possible des accords de Paris. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le vivre ensemble. Je crois qu'il y a déjà à peu près un peu plus de 300 de vos collègues qui ont déjà vécu les ateliers. Pour le moment, les retours sont plutôt bons, donc vous pouvez y aller sereinement. Et là, cet atelier va couvrir un peu plus de 54 solutions et actions possibles que l'on peut entreprendre pour justement viser cette réduction. Je vous propose de faire un petit exercice. Je vais vous inviter à vous lever. Ouais, je vous fais participer un petit peu aussi. Ok, moi je parle beaucoup là depuis ce matin. J'ai envie que chacun se pose un peu, les deux pieds bien ancrés dans le sol, et on relâche les bras. On relâche les bras, on se laisse aller. Et je vais vous demander simplement de croiser les bras. Et de garder les bras croisés, et de regarder lequel des poignets se trouve au-dessus de l'autre. Est-ce qu'il s'agit du poignet gauche ou du poignet droit? Ne me faites pas tout un retour, gardez-le pour vous. Et je vous invite à relâcher mes mains là. Là, on se laisse aller. Et hop, on recroise les bras. Et de nouveau, je vous invite à retenir quel poignet se trouve au-dessus de l'autre. Est-ce qu'il s'agit du poignet gauche ou du poignet droit? Vous pouvez relâcher un petit peu les mains. Qui avait 2 fois le même poignet au-dessus? Alors, je ne vois pas tout le monde, mais si ce n'est pas la totalité, c'est la très très grande majorité. Ça, c'est des habitudes. Quand j'ai appris à faire quelque chose, je ne me pose pas de questions. Je le fais de la même manière. Maintenant, relâchez les mains et essayez de le faire dans l'autre sens. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Comment vous avez vécu ça? C'est chiant? C'est difficile? Faut réfléchir. Ouais. Allez-y, vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir joué le jeu. Donc là, on a vu ce que c'était que d'avoir des habitudes, de conserver des habitudes. C'est confortable, je gagne du temps, je ne me pose pas de questions, je n'ai pas à y réfléchir. Par contre, quand je vous ai demandé de le faire dans l'autre sens, c'est chiant, ça prend du temps, j'ai dû réfléchir. Moi, j'ai appris aussi autre chose. Je crois que je vous ai tous vu réussir. C'est-à-dire que changer d'habitude, on peut le faire, on sait le faire. Et si vous commencez à reproduire le mouvement quelquefois, vous allez voir que le côté chiant, il va l'être un peu moins. Que le temps que ça vous prend, il va être de plus en plus réduit. Et que le confort, vous allez le retrouver. C'est ça, un changement d'habitude. Et c'est ça qui va nous pousser à entreprendre justement cette transition. Changer un petit peu le regard sur notre quotidien et certaines choses qu'on avait appris à faire pour faire peut-être pas juste moins, mais faire différemment. Cet exercice, il a été, je le dois à Denis Meadows. Denis Meadows, c'est un enseignant-chercheur du MIT qui a théorisé justement ces évolutions de température, notamment dans les années 1972 avec le rapport Meadows, qui est le rapport pionnier en la matière et qui nous montre justement comment est-ce qu'on peut atteindre un petit peu ces changements avec ces petits éléments-là. Je vous propose aussi de regarder quelques exemples, quelques illustrations de ce que l'on peut faire. On va regarder dans un premier temps l'échelle citoyenne avec cette application que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Ma Petite Planète. Alors Ma Petite Planète, c'est un service proposé par des citoyens français pour les citoyens. C'est une application qui permet de vivre un défi qui dure 3 semaines avec des collègues, avec des amis, avec sa famille, pour voir comment est-ce qu'on peut changer nos habitudes un petit peu d'un point de vue environnemental, sur le climat, sur les déchets, sur la biodiversité, sur l'alimentation. Et on va créer 2 petites équipes. 2 petites équipes qui vont s'affronter pour relever un petit peu des défis et voir laquelle des équipes l'emporte à l'issue de ces 3 semaines de défis. Chaque défi comporte des petits points et invite chaque personne à se mettre en mouvement de manière ludique, de manière pédagogique, parce que derrière chacun de ces défis, il y a aussi des apports, si on veut creuser ces éléments-là. C'est une application qui a été créée notamment
dans la période du Covid et qui a invité chacun à mieux comprendre un petit peu ce qui se passe sans culpabiliser de manière plus accessible. C'est présent en France et désormais ça a tellement plu que c'est aussi présent à l'étranger. Je souhaitais aussi vous parler d'une autre initiative qui s'est passée sur notre territoire. J'ai fait partie du comité d'organisation justement de cet événement qui s'appelle 1001 fresques qui a eu lieu le 23 novembre là, de l'année dernière au Palais des Sports de Lyon. 870 personnes se sont regroupées dans le Palais des Sports de Lyon pour mieux comprendre pendant 3 heures de temps les enjeux du dérèglement climatique et comprendre les solutions qu'ils peuvent chacun mettre en œuvre au quotidien. C'est près de 120 bénévoles qui se sont mobilisés pour proposer de manière gratuite aux citoyens justement de la métropole la compréhension de ces enjeux. Cette année, on était 870 et 120 bénévoles. L'année dernière, c'était 820 personnes. Cette initiative a été inspirée d'autres initiatives en France et a permis d'inspirer d'autres, ce qu'on appelle mouvements de sensibilisation importants, aussi à l'étranger, où on a pu communiquer justement sur notre savoir-faire et l'organisation de ce type d'événements vers d'autres villes en Europe. J'espère qu'on va revenir l'année prochaine, si vous n'avez pas pu venir cette année. On va rester un petit peu dans le secteur, au niveau de la métropole, pour vous montrer une autre initiative, cette fois-ci plutôt à l'échelle des pouvoirs publics. Alors, bonne nouvelle, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, depuis justement 2025, donc depuis très peu de temps, la tarification de la ressource en eau a changé au niveau de la métropole. Parce que ce qui a été mis en place, c'est ça, la gratuité d'accès à la ressource en eau pour les 12 premiers mètres cubes que l'on consomme. Ce n'était pas le cas avant. Donc là, les 12 premiers mètres cubes que l'on consomme vont être complètement gratuits. Ensuite, on va avoir le tarif en vigueur jusqu'à 180 mètres cubes, et ensuite le tarif en vigueur va être doublé. Ça aussi, c'est l'évolution. Pourquoi? Parce que là, la métropole s'est dit, je vous parlais d'inégalité sociale tout à l'heure, la métropole a bien compris ce constat et se dit, mais on doit pouvoir satisfaire les besoins vitaux de nos quotidiens. Et donc là, la métropole rend service aux familles et aux foyers les plus précaires pour qu'ils aient un accès à la ressource en eau qui ne leur coûte rien sur ce qui est vital pour l'hygiène ou pour la cuisine du quotidien. Et les personnes qui consomment beaucoup plus que ça vont avoir un tarif doublé pour pouvoir financer cette gratuité. Ça, c'est une autre manière de voir la transition, c'est de se questionner sur des choses qu'on pensait figées pour entreprendre à la fois justice environnementale et justice sociale. Je vais également vous mettre en avant une autre dimension de pouvoir public et ce qui a pu être fait avec l'exemple qui va nous faire un petit peu voyager, puisqu'ici on est au Costa Rica. Et le Costa Rica, alors là, j'illustre qu'un des exemples d'une politique extrêmement importante qui recouvre tous les efforts du pays. Et là, on peut regarder les efforts de déforestation et de reforestation qui ont été appliqués. Vous le voyez, dans les années 1940, 75 du pays étaient sous couvert forestier. Et ce pays a subi une très grosse déforestation jusqu'à atteindre 21% du couvert forestier quelques années plus tard, en 1987. Fort de ce constat et de l'impact sur la qualité de vie à la fois des Costariciens, mais de l'ensemble de l'écosystème qui en dépendait, une politique de reforestation extrêmement forte a été déployée par le gouvernement et par l'ensemble des gouvernements depuis pour retrouver plus de 50% du recouvert forestier, et là c'est juste les données de 2010. Ça accompagne une politique de renaturation, de redéveloppement des espèces qui étaient menacées, etc. Et là, le président du Costa Rica nous le dit, par notre action, nous espérons montrer au monde qu'il est possible de faire ce qui doit être fait. Des exemples à grande échelle, on les connaît, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux et porteurs d'espoir. Un autre exemple, cette fois-ci à l'échelle des entreprises. Je vais vous prendre le cas particulier et peut-être délicat de Decathlon. Parce que Decathlon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une entreprise modèle. C'est quand même encore aujourd'hui une entreprise qui fait fabriquer une partie de ses produits en Chine ou ailleurs pour l'amener dans des grands magasins ici et les faire consommer au plus grand nombre. Cependant, c'est aussi une entreprise qui est en train de complètement changer sa manière de concevoir le produit et son rapport à l'environnement. C'est l'une des entreprises pionnières dans ce qu'on va appeler l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte de nous proposer toujours le même service, mais peut-être de manière différente. Je vais prendre l'exemple d'une tente. J'ai envie d'aller faire du bivouac cet été. Jusqu'à présent, qu'est-ce que je faisais? J'allais acheter une tente chez Decathlon, j'allais l'utiliser les bonnes années, quelques week-ends, et les mauvaises années, rien du tout. L'économie de la fonctionnalité, c'est se dire, si vous avez besoin d'une tente, je vous propose de vous la louer. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, en fonction de votre usage, et dès que vous n'en avez plus besoin, je la récupère pour pouvoir la louer à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire qu'avec un seul et même objet, plutôt qu'une diversité d'objets beaucoup plus importante, un nombre d'objets beaucoup plus important, on va garantir la même qualité de service. Et ça va nous coûter moins cher. Ça, c'est un des exemples d'économie de la fonctionnalité. C'est davantage mutualiser ce dont on a besoin pour faire en sorte que d'autres l'utilisent. C'est aussi ce qu'on retrouve avec le déploiement des cities à Lyon. Aujourd'hui, le constat est fait qu'une voiture reste garée 90% de sa durée de vie. Donc aujourd'hui, mutualiser des voitures, c'est une autre manière. Et donc Decathlon propose ça avec ses services. Decathlon a aussi proposé des services de revente de matériel déjà utilisé, de réparation de matériel qui n'était plus fonctionnel, pour allonger la durée de vie des produits et limiter la production de produits qui ne seraient pas nécessaires. Donc c'est le virage qu'est en train de prendre cette entreprise qui est tout à fait intéressant et qui est en train d'inspirer aussi d'autres acteurs, à la fois du monde sportif ou de la fashion, etc. C'est le cas en France et c'est le cas à l'étranger, notamment en Belgique, où l'économie de la fonctionnalité plaît particulièrement à la population, qui sont un petit peu plus en avance que nous sur ces aspects-là. Une autre entreprise que j'ai envie d'utiliser pour illustrer ce qui peut être fait sur ces trois dimensions du triangle de l'action, c'est l'entreprise Pocheco. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette entreprise? A priori, c'est normal. C'est une entreprise qui fabrique des pochettes et des enveloppes. Bon, pourquoi est-ce qu'ils méritent d'être sur cette slide? Parce que Pocheco est allé très très loin dans leur transition environnementale. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient potentiellement un impact négatif sur l'environnement de par leur processus industriel et l'ensemble des matières qu'ils utilisaient. Donc, ils ont complètement changé leur politique. Et c'est d'ailleurs une entreprise qui a permis d'être sauvée et de sauver la production pour rester en France. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils achetaient un arbre, il y avait un impact. Donc maintenant, à chaque fois qu'un arbre est acheté ou coupé, 10 arbres sont replantés pour limiter l'impact et même renaturer l'impact de leur activité. Et l'un des éléments que j'ai vraiment envie d'illustrer aujourd'hui, c'est que Pocheco s'est rendu compte que leur encre était très nocive pour l'environnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne savait pas faire d'encre qui n'était pas une encre de synthèse. Et donc, ils ont développé des activités de recherche et développement de manière importante pour développer une encre qui serait uniquement naturelle. Ils ont réussi à le faire. Et justement, cette encre naturelle a permis des co-bénéfices qu'ils n'avaient même pas imaginés. C'est-à-dire que l'ensemble des opérateurs et des agents de production n'avaient plus besoin de masques dans les activités de production, parce qu'il n'y avait plus de pollution chimique. Ils n'ont eu plus besoin d'intrants chimiques ou de systèmes de filtration des eaux usées ou autres, parce qu'il n'y avait plus d'éléments qui allaient polluer justement leur atmosphère professionnelle. Et donc ils ont pu filtrer l'ensemble de leurs eaux usées grâce à des bambouseraies qui ont une capacité filtrante extrêmement importante, qui ont permis de renaturer le site environnant et de réutiliser une partie des eaux usées pour le réinjecter dans leur circuit de production. Donc ils ont aussi réduit la consommation d'eau pour leur organisation. Je vous passe tous les autres exemples, ils ont créé un corridor de biodiversité, etc. etc. Aujourd'hui, ils sont allés tellement loin sur ces problématiques qu'une des valeurs ajoutées de cette entreprise, c'est plus seulement de vendre et de fabriquer des pochettes, mais c'est d'accompagner d'autres acteurs industriels pour qu'ils puissent comprendre en fonction de leur thématique particulière comment est-ce qu'ils peuvent repenser justement une approche environnementale différente. Et pourquoi pas ne prendre aussi l'exemple de la CPM du Rhône, qui a aussi déjà commencé sa transition, qui est en changement. Et là, c'est non exhaustif quant aux indicateurs qui vous sont exposés, mais vous allez retrouver l'efficacité énergétique des bâtiments avec la consommation en kilowattheure qui se réduit depuis quelques années dans ce contexte justement de besoin de chacun faire des efforts avec les efforts que l'on observe déjà là. La mise en œuvre des températures de consigne qui sont recommandées par le Haut Conseil pour le climat pour limiter l'impact environnemental au quotidien d'un travail dans des bureaux. C'est le déploiement plus important du télétravail pour limiter les déplacements domicile-travail et l'impact carbone qui est associé. Et c'est bien sûr la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à travers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à travers le déploiement des ateliers d'automne ou autres vecteurs de sensibilisation qui ont déjà été déployés par le passé. Tout ça, ça permet de s'inscrire plus globalement dans une politique de décarbonation du secteur de la santé,
qui est assez bien représenté. Alors là, je vais passer sur les détails, mais vous avez ici les travaux du Shift Project. Donc c'est un laboratoire de pensée qui travaille justement sur ce qu'on appelle la transition à l'échelle du pays sur l'ensemble des secteurs d'activité, notamment celui de la santé, pour voir ce qui peut être fait, ce qui doit être fait par l'ensemble des acteurs de la santé pour respecter les accords de Paris. Et là, vous voyez un petit peu toutes les actions qui peuvent être faites pour viser la réduction sur l'ensemble des infrastructures mobilisées dans le secteur de la santé. C'est donc dans ce cadre-là qu'il y a déjà ces actions qui sont initiées. Souvenez-vous, on a développé il y a 70 000 ans une capacité extraordinaire qui est de se raconter des histoires. Maintenant qu'on a compris ça, qu'on partage ces constats, quelle histoire on se raconte pour la suite? Pour nous, pour les générations qui arrivent. Mais je suis convaincu de deux choses. Dans cette transition, on aura besoin d'intelligence et de sagesse. L'intelligence, c'est face à une problématique qu'on a compris, on va pouvoir mobiliser des compétences, des connaissances pour se mettre en mouvement et résoudre ce qui peut être fait. Et la sagesse, c'est avoir l'humilité de se dire que parfois, on va devoir éviter ou ne pas faire certaines choses pour limiter les conséquences de nos actions. Et Antoine de Saint-Exupéry nous le rappelle, cette terre, nous ne l'héritons pas de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous propose de clôturer cette partie conférence avant de passer aux questions par un dernier exercice. On va à nouveau se lever. Et on va croiser les jambes. Non, je plaisante. Avant de passer à la phase de questions, on va juste marquer un petit clap de fin pour justement matérialiser un petit peu la fin de cette présentation et basculer dans une autre sphère d'échange. Je vais donc juste compter jusqu'à 3. Et quand je dis 3, tout le monde tape dans ses mains une fois. Ça va, c'est clair? A priori, c'est à votre portée. Ok. 1, 2, 3. Vous n'avez pas fait ce que j'ai dit, vous avez fait ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, les gestes ont plus d'impact que les discours. Alors mettons-nous en action.